Merci beaucoup. Alors, je suis très content d'être là. Ça me donne quand même un petit coup de vieux parce que je suis là pas pour vous proposer de développer un nouveau projet, mais pour vous raconter le développement d'un projet. Donc, c'est un peu la première fois. Donc, j'ai peur que ça se développe, mais bon, c'est comme ça. Bon, en même temps, ça fait vraiment plaisir qu'il y ait une communauté, que ces hypothèses aient décollé et qu'on puisse fêter les 10 ans avec FAST. C'est aussi l'année des 20 ans d'Open Edition. Donc c'est une double année de commémoration, comme c'est aussi les 80 ans du CNRS. Voilà. Alors j'ai intitulé mon intervention de la coupe aux lèvres et des lèvres à la recherche sur les usages, disons déjà 20 ans bientôt. Donc l'idée c'est de vous dire que formuler le projet de faire une plateforme de blogging académique, c'est déjà en soi pas tout à fait évident, mais le réaliser, il y a loin de la coupe aux lèvres, c'est ça l'idée. Et puis maintenant qu'on y est arrivé, on essaye de déporter l'objet vers la recherche sur les usages, en tout cas au sein d'Open Edition et la partie recherche-développement qui s'appelle Open Edition Lab. Et vais vous en parler très brièvement. Et donc ça fait 10 ans déjà, et puis 20 ans bientôt, 20 ans parce que Open Edition c'est 20 ans, mais aussi parce que dans 10 ans on fêtera les 20 ans d'hypothèse, bien entendu. Alors juste un élément de contexte pour vous dire dans quel cadre Hypothèse se développe aujourd'hui, puis après je vais faire un peu le papy de la séance. Open Edition Journals, aujourd'hui, qui est le nouveau nom de revue.org, a fêté sa 500e revue en décembre. Aujourd'hui, on est à 501 et à 50 revues en cours de mise en ligne. Donc 95% sont en accès ouvert. Calenda a fêté en décembre aussi les 40 millième événements. Donc ça aussi, c'est un signe de satisfaction. Dans tous les cas, en fait, c'est pas une machine industrielle qui à force d'investissement, a produit des contenus. C'est une proposition de service offerte par la communauté scientifique à la communauté scientifique qui a trouvé des adhérents les uns après les autres. Donc c'est des signes d'adhésion. Chaque contenu qui nous est apporté apporté volontairement et non sous contrainte par l'ensemble des collègues qui ont décidé de nous confier ces contenus. Hypothèse avec 4500 carnets de recherche, non pas au catalogue, mais créés, et aujourd'hui 2700, à 14 candidatures par semaine, mais évidemment François vous en parlera mieux et plus longtemps que moi. Et puis Open Edition Books avec aujourd'hui 6300 ouvrages et un objectif de 10 000 livres à l'horizon de 2022. La fréquentation mondiale est de 50 millions de visites par an pour l'ensemble des 4 plateformes, avec une répartition qui est d'abord linguistique, ce qui semble logique, hein, donc, mais qui touche aussi beaucoup le continent nord et sud-américain, plus évidemment la francophonie européenne et africaine. Voilà, c'était pour vous donner un cadre très rapide. Alors, puisqu'on me demande de raconter les débuts c'est 2006, puisque à Poissy, en banlieue parisienne, j'étais invité je dormais chez des amis puisque je n'avais pas les moyens de payer l'hôtel. À l'époque, Bénédiction n'avait pas les moyens qu'il a aujourd'hui, et donc je squattais beaucoup à Poissy. Et François Lermigeot, qui était dans Fabula à l'époque, m'accueillait, et je lui disais que je voulais créer une plateforme que j'appelais le bouillon de culture à l'époque, parce que je voyais bien que les blogs académiques avaient existé, ils étaient dispersés, et ils avaient exactement la même idée que revue.org. Il y avait des centaines de revues en 99, elles existaient, elles étaient dispersées, on y avait mal accès, on y avait accès individuellement et éventuellement, mais les carnets ne faisaient pas corps au sens de groupe. Et donc, je me suis dit, il faut faire exactement la même chose que pour les revues. Ça me paraissait évident. Je n'avais que ce nom, Bouillon de culture, en tête. C'était très gênant parce que ça faisait penser à Bernard Pivot. Et puis, c'était très franco-français en plus. Et donc, dans la discussion, François Lermigeot a dit, mais tu pourrais l'appeler Hypothèse. Je dis, oui, mais enfin, un nom pareil, c'est comme revue.org, ça s'est pris. Et donc, à l'instant, on a testé. Et à l'instant, on a acheté, je ne sais plus si c'est avec sa carte bleue ou avec la mienne, le nom de domaine, en se disant c'est incroyable, ce nom est disponible, et le nom disponible avec un S, ce qui me paraît le plus important. Et vous avez compris que si le nom a surgi, c'est pas parce que c'était un joli nom, c'est parce que c'était l'endroit où on allait pouvoir tester ces hypothèses, qu'on était dans le bouillonnement de la recherche, et qu'on allait expérimenter ces hypothèses sous forme d'hypothèses en amont du travail de recherche, et moins en aval qui est l'objet revu. Voilà. Donc c'est l'origine du nom. Il faut que je rende à César ce qui est à César. Open Edition, le nom a été inventé par Pierre Mounier au cours d'un été. On créait une candidature pour un équipement d'excellence, et on ne voulait pas l'appeler revue.org. On tournait autour des mots ouverts, etc. Et il a trouvé ce nom libéré par IBM, qu'il avait
qui avait la marque au préalable, qui est devenu le nom global du projet. Globalement, on nous a dit que ça ne marchera jamais. C'est à peu près le cas pour toutes les propositions que nous avons faites, en disant ça c'est pas intéressant, c'est anodin, c'est secondaire, etc. Et donc, on a lancé ce qu'on a appelé l'hypothèse tour, c'est-à-dire Pierre et moi, on est allés dans les universités en produisant des invitations, puisqu'on n'était pas invités naturellement, en disant est-ce que ça vous intéresserait qu'on vienne vous parler des carnets de recherche. Et donc, on a travaillé notamment sur le lexique. Vous voyez, je dis carnet de recherche. Si on dit carnet de recherche, et vous comprenez bien pourquoi, parce que c'est proche du carnet de terrain. Hein, c'est une transposition de l'objet carnet de terrain. Mais c'était surtout une solution tactique pour éviter d'être taxé de Skyblogger, puisqu'en fait, tout l'enjeu, c'était de sortir du stigmate Skyblog qui était à l'époque au fait de sa célébrité, de son efficacité. Et donc, quand on disait blog, les gens entendaient Skyblog. Et donc, il fallait absolument qu'on évite ça. Et donc, on s'est trituré pour trouver des périphrases pour ne pas dire blog de chercheurs. Maintenant, on dit alternativement l'un à l'autre, mais carnet de recherche, c'était tactique, mais finalement, ça veut dire quand même quelque chose, et c'est assez proche de ce qu'on voulait dire. Cela dit, quand on est passé vers la version anglaise d'hypothèse, on a eu moins de pruderie. On a consulté nos amis anglais notamment, qui nous ont dit c'est un scholarly blog, puis c'est tout. Bon, voilà, il y a quand même des différences de culture auxquelles on essaie de s'adapter. Il faut bien comprendre que dans le lexique et le nommage, beaucoup de choses se jouent, ou d'invalidation ou de validation. Et surtout, il ne fallait rien dire aux gens importants. Par conséquent, au comité de pilotage de l'unité qui a été créé en 2007, dont j'ai pris la direction et qui a été créé en 2007, je n'ai pas parlé d'hypothèse pendant plusieurs années. C'est-à-dire que nous l'avons fait en passager clandestin de notre propre structure, parce qu'on avait évidemment, il y en a toujours des problèmes d'argent, et que donc si je leur disais que je mettais de l'argent public du CNRS de l'Université d'Aix-Marseille à animer une plateforme de blogging scientifique dans laquelle il y avait 2 blogs, je suis sûr qu'ils m'auraient dit on arrête. D'ailleurs, la première fois que j'en ai parlé, je ne me souviens plus de la date, mais la première fois que j'en ai parlé, on m'a dit on est bien d'accord, c'est un prototype, ça peut s'arrêter à tout moment. Et c'est logique, hein, puisque évidemment, c'est une forme mineure, j'y reviendrai. Alors, du coup, je suis allé sur Internet Archive, ce qui est un magnifique outil, et j'ai regardé un peu des captures d'écran au milieu de l'année de chaque année qui me permettent de donner de la page d'accueil. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a démarré à partir de rien. J'ai dit 2, mais en fait, dès 2008, on en a eu 4. Il y a eu le Léo, qui est le carnet officiel d'Open Edition, le blog de la grotte de Frau, donc des archéologues, le blog de la revue Vertigo, qui est une revue très dynamique sur Revue.org à l'époque, et Open Edition Journals aujourd'hui, et la revue Contexte, une revue de lettres belge. Donc vous voyez qu'en fait, c'était 3 des nôtres vraiment proches, et même la grotte de Frau, puisque c'était des revues, donc on avait des liens déjà avec eux, et la grotte de Frau, c'était un peu ça, puisque c'était la responsable d'une revue d'archéologie qui a accepté de créer son blog, et on a passé des coups de fil en fait pour créer les premiers projets. Et d'ailleurs, si vous allez voir le blog de la grotte de Frau, il est expliqué, nous avons créé sur sollicitation ce carnet à la demande d'eux. C'est bien ça qu'on a fait au début. Au début, il faut alimenter artificiellement une machine, parce que l'énergie cinétique n'est pas encore là. En tout cas, l'énergie cinétique à cet endroit, dans ce mécanisme-là. Et en 2009, on pouvait encore lister la liste des carnets au catalogue, même si le catalogue n'existait pas. Et donc là, j'ai oublié de noter le nom, mais c'est une quinzaine de carnets. Vous avez la liste. Et je me souviens qu'au début de 2009, il y a quelqu'un qui dirige aujourd'hui une grande infrastructure de recherche qui m'a dit c'est un peu bizarre ta plateforme. Sur la page d'accueil, on voit que Léo, donc le carnet de l'équipe d'Open Edition, donc ça semblait contre-intuitif, mais c'est normal, on n'avait pas de contenu à valoriser, si ce n'est les nôtres, et donc on a essayé laborieusement d'avoir des contenus, et les pétards muets dans l'histoire de la création de plateformes numériques sont plus nombreux que les pétards qui pètent. Et en 2010, il y a une liste de 55 carnets, dont le carnet Zorotor francophone. Je note celui-ci d'abord parce qu'il existe encore, mais aussi parce que c'est aussi une création de notre part. On a essayé nous-mêmes d'initier un certain nombre de projets pour montrer la diversité. L'enjeu, c'était qu'on ne s'enferme pas dans un type. Vous savez bien que ce n'est pas en déclarant ce qu'on va y mettre que les gens vont mettre ce qu'on leur demande de mettre. Les gens vont copier ce qu'ils voient.
C'est le mimétisme qui est et pas du tout le déclaratif qui vaut sur les plateformes. Et les gens de Flickr, on leur demandait toujours pourquoi, les fondateurs de Flickr, on leur demandait pourquoi est-ce que la communauté de Flickr dans les commentaires est si bienveillante par rapport à d'autres communautés où ça clash beaucoup plus. Et ils ont dit, c'est simple, en fait, c'est nous qui avons publié les premiers commentaires, les premières dizaines ou centaines de commentaires, pour donner un ton. Et les gens nous ont simplement imités. Alors, je ne sais pas si ça a duré au-delà, ça peut se discuter, mais en tout cas, j'étais parti de cette idée-là, c'était une information de l'époque, je me suis dit, il faut qu'on leur montre de la diversité pour qu'ils sachent que la diversité est possible. D'ailleurs, aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'il soit complètement clair que les carnets de recherche accueillent des non-chercheurs, à cause de l'intitulé qu'a la recherche. Et ça, on est un peu victime des stratégies de nommage, mais il y a un moment, il faut qu'on n'invente pas des intitulés qui contiennent 14 conjonctions de coordination. Et puis en 2011, on a 165 carnets. On ne peut plus afficher la liste des carnets en page d'accueil. Donc il y a un changement de taille. Et on crée le catalogue. En tout cas, c'est là que je le vois apparaître pour la première fois. Le catalogue en lui-même et le nom Open Edition. Et puis après, vous voyez la croissance qui est plus qu'arithmétique, 700, 860, 940. Vous voyez une stabilisation qui était non pas dans la stabilisation de la soumission et de la création, mais l'incapacité de l'équipe à suivre le rythme. Et puis, à partir de 2016 et aujourd'hui d'autant plus, un rattrapage et une croissance qui, aujourd'hui, m'épate encore, qui nous a donc échappé, ce qui était un peu l'objectif. Alors, on a, avec Pierre Mounier, on a essayé de produire un discours sur ça, parce que à la fois c'est légitimant, mais c'est aussi structurant. Et on l'a publié dans un chapitre des lieux de savoir de Les mains de l'intellect, qui est plutôt bien, parce que comme titre, les lieux de savoir et aussi les mains de l'intellect, parce qu'il y avait l'idée de faire penser avec les mains, j'y reviendrai tout à l'heure. Et on a publié donc ce chapitre qui s'appelle Les carnets de recherche en ligne, espace d'une conversation scientifique décentrée. Ça a été traduit en anglais, j'ai oublié la traduction. Bon, bref, l'idée générale, c'est bien de dire que c'était un à côté, quelque chose qui n'est pas au centre et qui se place volontairement pas au centre de l'écosystème de publication. Et donc, je n'ai pas le temps, évidemment, de vous distinguer, de vous raconter tout ce chapitre, mais en gros, c'est l'idée qu'on avait écrite en 2009, qui a été publiée en 2011, en disant que, en fait, le carnet, c'est un endroit informel, le bric-à-brac du chercheur, qui existe de toute façon et dont toutes les études d'histoire des sciences savent que la publication est un produit policé et fini. Le résultat qui lui-même de processus d'un certain nombre d'itérations très complexes, infra-visibles, et qui sont des formalisations à chaque fois et des traitements, donc les données sont déconstruites, etc. etc. Je ne vous refais pas le topo, mais bien l'idée que c'est un gros bazar à la Einstein, ou enfin le chercheur fou avec l'ensemble de ces cassettes d'enregistrement, des tableaux de données, des livres, des papiers, des mauvaises photocopies, et puis des prises de notes on ne sait plus trop où on les a mises, enfin, ce bazar-là, est un bric-à-brac du chercheur qui en fait peut en partie se retrouver sur le carnet de recherche. Deuxièmement, considérant que les chercheurs sont des entrepreneurs de la recherche au sens noble, et ce n'est pas nous qui le disons, on a conçu qu'il était plus intéressant de maîtriser notre communication numérique en ayant des stratégies d'égo-référencement, plutôt que de la confier à des formes stéréotypées qui sont devenues celles de Facebook ou de ResearchGate, en disant la forme qui nous paraît la plus à même de nous servir, c'est celle que nous contrôlons, et celle sur laquelle nous assumons une linéarité qui est la linéarité chronologique de l'empilement du blog. Et puis, présenter le blog comme dispositif social, puisque en fait, évidemment, on ne fait pas de la recherche seule, mais on l'a fait dans beaucoup en chambre et dans des séminaires, et que le problème du séminaire, c'est sa temporalité, son inscription dans le temps et dans l'espace très forte, très puissante, mais qui fait que finalement, c'est très peu de gens qui contribuent à cette conversation scientifique. Et on s'est dit qu'on pouvait le transposer dans le numérique avec tout le potentiel, les inconvénients aussi, mais le potentiel du numérique, la visibilité, la réticularité, etc.
Et donc, on a insisté sur le fait qu'on pouvait voir émerger une nouvelle écriture, mais en fait, c'est pas du tout une nouvelle écriture, finalement, c'est une écriture, mais il fallait un peu le vendre quand même pour une conversation ancienne. Et là, ça, par contre, on l'assumait déjà comme ancien. Alors d'abord, on parle beaucoup d'open peer review, d'évaluation ouverte par les pairs. Alors, la première idée, c'est de se dire que finalement, la conversation scientifique peut se retrouver sous forme de commentaires dans les carnets de recherche et que c'est une forme d'open peer review. L'autre forme étant encore plus ancienne qui est le compte-rendu d'ouvrage. Il y a dans le monde de la science ouverte, tous les yeux brillent de plein d'acteurs sur l'idée qu'on va développer l'open peer review et nous leur disons que les sciences humaines et sociales font ça depuis 200 ans. On appelle ça des comptes rendus de lecture. Et finalement, ça marche bien. C'est une forme déjà canonique et elle est performante et utile. Et en plus, on l'accrédite. Enfin bref, c'est post-publication, ce qui est encore intéressant. Et on s'est dit qu'une forme mineure de ça pouvait être le commentaire. Que les objets éditoriaux avaient des formes canoniques, hein, la revue, l'ouvrage, etc. Et que, en construisant le blog, on permettait de créer dans ce continuum très formalisé un espace de perméabilité, de contact, notamment par exemple on conclut sur les rétroliens. Donc les rétroliens, vous voyez évidemment ce que c'est, le ping, hein, c'est qui lit les commentaires, enfin si vous commentez quelque part par la technologie du blog, on voit le lien autre part. Et on note que Archive, la plateforme la plus ancienne d'archives ouvertes, qui n'est pas du tout destinée à la conversation scientifique, avait déjà à l'époque développé une fonctionnalité de rétrolien, et donc il y avait une contamination entre les formes éditoriales, et que c'est une forme très mineure de communication scientifique, le blog, qui pouvait influencer, qui avait ici, cette espèce, influencé les formes plus nobles. Voilà, alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, juste je veux finir sur la rhétorique du strike, puisque ça m'amuse. En insistant sur le fait qu'il fallait qu'on explique que dans cette forme de communication scientifique, on avait tous les outils du numérique et en particulier on a insisté sur deux, les smileys et les strikes, vous savez, le fait qu'on barre pour dire qu'on n'a pas dit tout en disant qu'on l'a dit. Enfin. Et évidemment, Albin Michel n'a pas compris ça et donc a enlevé la barre. Ce qu'on a dit, évidemment, on l'a dit en le barrant, hein, évidemment, dans notre texte. Et le secrétaire de rédaction, à la fin, il a dit « Mais pourquoi c'est barré ?» Il y a une erreur, il a enlevé le barré. Donc, on ne comprend rien au chapitre, enfin, à ce passage-là, puisque on dit qu'on est barré sans être barré, et c'est pas barré. Enfin, bon. Mais ça prouve bien que le repassage vers la forme canonique était compliqué, alors que pour nous, c'est vraiment absolument trivial. Il aurait peut-être fallu que la personne lise le texte, mais on comprend qu'elle avait peu de temps. Et puis, on a fait un très gros smiley dans le texte, vous pourrez le voir, il a une bonne forme et tout ça, ça nous plaît assez. Voilà, et puis l'idée qu'on a développée aussi, c'était celle de la conversation silencieuse, puisque beaucoup de gens nous disaient mais je suis un peu déçu, j'ai pas tant de commentaires que ça, et je suis allé voir sur ce que j'ai appelé le taux de fidélité, donc j'ai fait une petite règle de 3 sur quelques carnets, quelques revues, en essayant de voir si le nombre de visiteurs et le nombre de visites ça voulait dire quelque chose, et effectivement j'ai noté que le nombre la division de l'un par l'autre qui permet de voir le taux de fidélité, hein, le nombre de visiteurs de visites par visiteur était beaucoup plus élevé sur hypothèse que sur revue.org à l'époque. C'est une hypothèse que j'ai formulée que du coup, et on n'a toujours pas confirmé parce que personne ne s'est penché sur les données d'aujourd'hui, mais on pourrait assez facilement le faire, que du coup, il était probable que les carnets aient un lectorat plus fidèle, peut-être moins nombreux, mais plus fidèle, qui revenait, parce qu'il était d'une certaine façon abonné à la relation avec un auteur ou un collectif. Et que cette fidélité-là est beaucoup moins forte sur une revue où on est plus d'opportunités dans nos recherches de stratégies plus documentaires. Il faut le vérifier évidemment. Là, je l'ai fait en 2009 sur très peu de données. Et j'ai appelé ça la conversation silencieuse puisqu'elle ne produit pas de commentaires. Donc c'est silencieux. Mais si vraiment on arrivait à le confirmer, alors ça voudrait dire qu'on a un lieu de fidélité, donc d'échange, même s'il est non verbal, entre un auteur et des lecteurs. Et puis, donc ce que j'essaie de vous présenter là, c'est la stratégie qu'on a développée, la stratégie pour arriver à développer cette idée générale qu'on a promue théoriquement en une idée plus opérationnelle. Donc,
l'idée ça a été de dire que nous développions une forme mineure de communication scientifique. Et nous n'avons pas cessé d'insister sur ce point. C'est une double stratégie. La première, c'est pour parce qu'on vit plus heureux, pour vivre heureux, vivons cachés. Et donc, c'était intéressant de ne pas trop pérorer sur le fait que c'était nouveau, grand, etc. Mais aussi parce que nous sommes convaincus que c'est une forme mineure, puisqu'elle est très informelle, qu'on est dans le nuage de tag et pas dans les taxonomies, etc. On est dans un endroit sur lequel il ne faut pas trop se prendre trop au sérieux pour éviter d'aller vers des formes trop canoniques, sinon faisons des revues ou des livres. Et on verra. Alors, mais je suis déjà en train de déborder mon temps, je suis à peu près à la moitié, donc je vais accélérer. Simplement pour vous dire que là, on a identifié donc toutes les formes canoniques qui ont émergé au fil du temps de publications scientifiques, hein, à partir du XVIIe siècle et l'invention du journal des savants, en disant que le billet de blog, le blog, s'inscrit dans cette temporalité, dans ce continuum-là. Et puis on a publié un bouquin qui s'appelle le Read Write Book, qui est une compilation de textes sur l'édition électronique ouverte, en défendant l'idée du read et du write. Hein, c'était qu'on était dans un univers inscriptible, on entrait dans un univers inscriptible, et que l'inscription, c'était la capacité de publier plus facilement, de pouvoir commenter plus facilement, bref, être dans un endroit où on est moins proche de la tablette d'argile dans laquelle on a écrit, cérémonieuse, etc., figée, mais plus dans une interaction d'écriture et de lecture. Et en particulier, on a republié un billet du blog d'André Günther qui disait « Pourquoi bloguer ?» Why blog. Et il donnait un certain nombre d'arguments et qu'il disait « Je le fais parce que je passe du nous au jeu, et ça c'est très important, je suis un chercheur incarné. » Parce que la deadline is dead, parce qu'en fait c'est lui qui fixe son calendrier et c'est pas le calendrier des publications du livre ou de la revue, et que donc c'est sa temporalité qui s'imposait, quitte à ce qui n'empêchait pas du tout ensuite, avant ou après, de publier en fonction des contraintes des calendriers des formes canoniques. Ce n'est pas un combat contre les formes canoniques. L'idée d'un séminaire permanent virtuel, qui a toutes les vertus le plus de vertus, s'approchant le plus possible du séminaire réel en présence, mais beaucoup plus permanent et beaucoup plus proche de l'ubiquité. Et puis, il insiste sur la culture de l'expérience. Je reviendrai tout à l'heure sur l'histoire des doigts, c'est un peu la même idée. Il pique les annales en disant qu'il lit encore les annales. En fait, les gens lisent les blogs et ils lisent pas les annales. Bon, c'est André. Et puis, il insiste, et là, moi, je suis en phase avec ça, il insiste sur le fait qu'on essaie de créer une science aimable, non seulement parce qu'on nous demande des comptes, mais aussi parce que finalement, c'est intéressant qu'on ait une fonction dans la société académique ou dans la société en général. Donc je passe simplement, je vous mentionne cette citation Thinking with my fingers. Il y a des gens qui disent qu'on fait des digital humanities avec les mains, humanities numériques avec les doigts. Et je suis assez convaincu de ça, c'est qu'il y a une proximité entre le faire et le dire beaucoup plus forte dans le carnet de recherche. Et puis, je ne peux pas m'empêcher de vous dire qu'on a été attaqué. Et donc, par exemple, G. Chartron, le 29 mars 2010, a dit « Mais le blog est publiquement, de façon très, très claire, le blog est une activité qui ne fait pas l'objet d'une évaluation. On peut se demander si le temps qui lui est consacré ne se fait pas au détriment de la rédaction d'articles validés. » Bienvenue dans l'industrie de la science. Et c'était assez amusant parce que Jean-Claude Guédon, qui était présent, a répondu à cette... on n'a malheureusement pas enregistré la réponse et c'était assez savoureux. Alors, l'idée générale, c'est de dire qu'on est dans un environnement très flou entre l'écrit et l'oral, entre le privé et le public, mais sous contrôle, sous maîtrise, et que l'hypothèse joue ce rôle entre la conférence, la publication, la conversation et la correspondance. Alors, je vais vite pour ne pas vous manger trop de temps, mais bon, l'idée générale, c'était... Tout ça, ce sont des slides de 2013. Hein. Tous ceux qui sont rédigés, j'ai repris un slide de 2013 qui reprend un peu notre rhétorique de 2010-2013. Ça me semblait intéressant de faire ce recul. Donc, c'était tous les arguments qu'on développait à l'époque. Donc, pourquoi hypothèse? Répondre à un besoin de communication scientifique directe en SHS, rassembler le blog éparpillé et peu valorisé, construire un outil d'information scientifique, donc les conserver, parce qu'il y a beaucoup de blogs que vous pourrez retrouver seulement sur Internet Archive si ne sont pas sur hypothèse ou une plateforme équivalente. Et puis, inventer une nouvelle forme d'écriture scientifique, parce qu'il faut bien un petit peu d'emphase. Et puis, on a utilisé les études de nos collègues Josquin et puis Pierre pour dire, regardez, ça fait du lien, hein, c'est la conversation, et donc les liens ou les navigations
hein, je n'entre pas dans le détail puisque ça va être représenté aujourd'hui, sont importantes et on arrive enfin à les mesurer, enfin à les palper, à les incarner. Donc regardez, il y a bien cette idée de conversation scientifique qui est en construction, voire en réalité devant nous. Et puis, la nécessité de construire un service qui marche, une plateforme qui fonctionne. François insistera davantage que moi sur ça. On a beaucoup insisté sur l'existence des conseils scientifiques. C'était à la fois une stratégie de légitimation et aussi un espoir d'animation éditoriale. La deuxième partie a moins fonctionné, mais on ne désespère jamais. Mais en tout cas, on était baqué par des conseils scientifiques qui nous ont aidés à traiter et à garantir que nous étions bien non pas dans un univers d'excellence que nous n'avons jamais voulu développer, mais dans un univers de qualité, c'est-à-dire de pair. Voilà, avec insister sur le fait qu'on faisait de la pédagogie, les maisons des carnets, je n'entre pas dans le détail. Et puis là, on avait dès le début formalisé ce processus candidature, création technique, ajout au catalogue, billets à la une et billets en bandeau. Depuis, on a ajouté l'anthologie qui est les billets que le conseil scientifique sélectionne pour qu'ils soient traduits en anglais. Et donc, c'était l'idée assez défensive au début. On savait que les tutelles allaient nous dire non mais c'est n'importe quoi cette histoire, c'est un espace de liberté. Bon, qui est-ce qui contrôle où sont les gatekeepers, comme a dit Mélodie. Et donc on a inventé un processus formalisé, notamment pour garantir que ça pourrait ne pas déborder. Et finalement, ça n'a été utilisé pas souvent, mais suffisamment souvent pour être légitime. Voilà. Et donc on avait dès cette époque développé un certain nombre de fonctionnalités qui nous paraissaient nécessaires au carnet de recherche spécifique par rapport au blog, en particulier les notes de bas de page. On l'a oublié, mais c'est un plugin qui le faisait. La citabilité des billets des pages avec un refus d'avoir des URL explicites longues. Ça nous aurait attiré plus de fréquentation, mais c'était beaucoup plus fragile au titre de la citabilité. Donc on a mis des identifiants uniques. Il y a plein de gens qui ont râlé sur ça, mais c'est la vie. Il y avait un choix de citabilité versus visibilité. Bien que nous soyons très très fervents, vous l'avez bien compris, de la visibilité. On a beaucoup bataillé avec le centre ISSN France, mais surtout avec les autres pays pour avoir des identifiants d'ISSN pour les carnets. Écoutez, le catalogue de la Maïf a un numéro ISSN. Je ne vois pas pourquoi les carnets de recherche n'en auraient pas. C'est un périodique comme un autre. Bon, ça a été un peu long et c'est pas complètement fini. Donc, vous voyez que la bataille de la légitimité, parce qu'on a les numéros ISSN principalement, parce que c'est quelque chose qui laisse croire que c'est scientifique. C'est totalement non scientifique, puisque, je vous l'ai dit, le catalogue de la Maïf aussi a un numéro ISSN, mais c'est pas grave. Et puis, par ailleurs, ça nous offre des possibilités, puisqu'on entre dans le monde de la bibliothèque, qui connaît ce numéro et qui peut instancier le carnet et dire nous avons un exemplaire de ce carnet dans notre catalogue, parce qu'ils se peuvent rattacher ou à l'ISBN ou à l'ISSN, en l'occurrence à l'ISSN. On avait un plugin Library Sync, à mon avis, il n'y est plus. Il y a encore, mais peut-être qu'on va l'arrêter. Je ne sais plus si, enfin, j'en sais rien. En tout cas, vous voyez, on ne dit rien. Et l'importation gratuite de blogs existants sur d'autres plateformes, là, j'ai insisté pour dire si vous avez des contenus, vous pouvez nous les confier, on les importera pour vous. Parce qu'il y a plein de gens qui nous disent ah, c'est dommage, j'ai commencé ailleurs. Ne vous inquiétez pas, on peut vous rapatrier. Voilà. On insistait beaucoup sur les commentaires. On faisait des captures d'écran des commentaires, notamment sur un Unsurap, qui est un modèle parce qu'il y a plus de commentaires, me semble-t-il, plus variés qu'ailleurs. Et puis, on avait l'idée carrément de billets nés de discussion sur les réseaux sociaux, donc pour insister sur cette dimension conversationnelle, pour lui donner un tout petit peu de noblesse et puis de matérialité. Et puis, à la fin, on a insisté encore plus sur le fait que les formes mineures pouvaient déboucher sur des formes majeures ou avoir des interactions avec des formes majeures, parce que quand même, il fallait bien rappeler qu'on était conscient des formes les plus nobles. Et donc, nous avions un exemple d'un carnet devenu livre. Et vous voyez, on le mettait en 3D pour bien montrer que c'était un objet physique et tout ça, avec un vrai éditeur et tout ça. C'était très important. Et c'est pas complètement faux par ailleurs, hein, mais c'est des stratégies de promotion. Et puis, un carnet accompagnant un livre. Et c'est les photos de l'époque aussi. Et puis, un livre devenu carnet, puisque les lieux de savoir dont je viens de parler se sont dotés ensuite d'un carnet. Voilà nos stratégies pour essayer de dire que tout ça s'inscrivait finalement, ce n'était pas une alternative ou une lubie, mais ça s'inscrivait en fait dans des choses qui étaient autrefois informelles, qui doivent le rester, mais juste qui pouvaient, en étant numériques, être finalement beaucoup moins volatiles et invisibles. 2 dernières minutes pour dire que vous avez un historique d'Open Edition à l'URL que j'ai indiqué, avec les dates de 1999 à 2019, les grandes étapes pour chaque année, et en particulier
pour ce que je vais dire là maintenant, ce qui est important, c'est la création en 2011 d'Open Edition Lab, le service recherche et développement d'Open Edition, et le fait qu'en 2018, Open Edition est devenue une unité mixte de services et de recherche, une USR, et donc n'est plus seulement une unité mixte de services, une UMS, et donc elle est dotée de la capacité, de la mission de développer des recherches. Voilà les 4 actes de développement d'Open Edition Lab, donc le service de R&D d'Open Edition, un laboratoire ouvert, sciences ouvertes et sociétés, comprendre les usages, fouilles de textes et de données. Donc un laboratoire ouvert, c'est l'idée que en fait, nous sommes un lieu d'expertise et de données qui doit pouvoir être ouvert à la communauté scientifique si elle veut pouvoir y faire des recherches dessus. Donc le chantier sur lequel nous travaillons aujourd'hui, c'est l'ouverture de data.openedition.org, une plateforme de données ouvertes. Alors c'est compliqué parce qu'on a beaucoup de données et elle pose tout un certain nombre de questions. Mais on va ouvrir les données pour qu'on n'ait pas nous à formater les données à chaque fois qu'il y a une demande et surtout qu'on puisse produire de la recherche de façon passive et non pas sur demande à chaque fois en disant on n'a pas le temps, ah ben, attendez, etc. Et donc on va offrir le plus de données possible de façon structurée et simple avec des fichiers Excel, des fichiers CSV, des choses comme ça, et puis des bases un peu plus structurées. Par exemple, la liste de tous nos articles, actuellement, elle est déployable sur un dépôt IPMH, il faut savoir les requêtes, etc. C'est un peu compliqué. On en a 700 000, bon, on va produire un tableau avec la liste de tous nos articles. Bon, ça, c'est assez trivial, mais finalement, pour un chercheur, pour produire cette liste, chacun doit pas mal galérer pour produire ça. Donc, c'est un peu notre devoir de structurer ces données de façon à ce qu'elles soient exploitables par des non-informaticiens. Sciences ouvertes et sociétés, c'est l'idée de continuer à développer à travers des expériences, des prototypes et des recherches l'articulation entre la science et la recherche que nous faisons et la société. Troisième axe, c'est celui qui nous intéresse aujourd'hui, me semble-t-il, c'est comprendre les usages de l'ensemble de notre environnement. Et je vais vous présenter un programme de recherche à ce sujet. Et quatrième axe, c'est l'axe historique, la fouille de textes et de données. C'est ce qui nous a valu 2 Google Grants et qui nous a permis d'ensuite émerger à tous les programmes de recherche à chaque fois que nous avons été candidats. Nous avons été lauréats parce que nous avions le petit label que Google nous avait donné en nous donnant 2 fois 50 000 $. Donc on l'a fait et on l'a fait à l'époque et on le fait toujours sur des fonctionnalités dont la plateforme a besoin pour produire du jus de connaissances à partir de la masse de nos corpus. Le premier outil que nous avons développé dans ce cadre-là, c'est Bilbo, qui est un robot bibliographique qui détecte les formes à l'intérieur de chaque référence bibliographique, qui identifie l'auteur, le titre, les prénoms d'auteur, le nom d'auteur, etc., pour ensuite créer un lien vers Crossref et donc vers le DOI du document que les auteurs n'ont pas renseigné ou les n'auront pas tout de suite. Et donc il a enrichi plusieurs millions de références bibliographiques avec des centaines de milliers de liens. Et donc évidemment, il fallait plutôt un automate qu'une dizaine d'esclaves dans la cave pour faire ça. C'est quand même plus probant. Voilà. Dans le cadre de ce troisième axe, de comprendre les usages, on a développé un programme qui s'appelle Usage Alpha, qui a été développé par Pierre-Carl Langlais, qui est déjà venu dans le cadre de votre séminaire, et qui a donné le lieu à la keynote de Montréal à la DH Montréal en 2017. Sur la recherche du lecteur inattendu, c'est-à-dire est-ce qu'on peut détecter des lecteurs qu'on n'attendait pas comme lecteurs. Je laisse le suspense pour vous donner envie de chercher, parce que j'ai plus le temps. Et puis un programme plus conséquent qui s'appelle Appropriation du savoir ouvert, financé par l'IDEX d'Aix-Marseille, avec des informaticiens, des chercheurs en informatique, des sociologues du numérique, des spécialistes de STS, donc Science and Technology Studies, et des spécialistes d'information et de communication. Et donc, on travaille sur comment, j'ai oublié de mettre le S à appropriation, honte à moi, appropriation du savoir ouvert, comment les gens s'approprient par usage ou par écriture ou par lecture, read-write, les contenus que nous produisons sur une de nos 4 plateformes. Donc, c'est l'étude des analyses des logs et l'étude des inscriptions dans le contenu et autour du contenu que nous essayons de mener avec cette communauté interdisciplinaire de chercheurs, avec quelques hypothèses. Est-ce qu'on vérifie des phénomènes de longue traîne sur les usages? Est-ce qu'on confirme des phénomènes de type Sleeping Beauty qui sont très connus dans le domaine des Science and Technology Studies? Est-ce que la conversation silencieuse se confirme? Est-ce que les contenus impliquent des modèles d'usage? Enfin, est-ce que tel type de contenu a tel type d'usage, d'écriture ou de lecture? Voilà, des hypothèses de cette forme-là. Et on a 2 postdocs sur la question qui travaillent. Et le tableau est illisible, mais ce n'est pas grave. Voilà la liste des données dont nous disposons pour ce programme Appropriation du savoir ouvert. Une liste très variée, de taille très variable et de qualité très variable. Voilà. Et donc, je laisse la parole à François.